Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. L'avion de John Kennedy, le fils du président assassiné, est porté disparu. Les recherches se poursuivent activement au large de Long Island. Toujours aucune trace de l'appareil piloté par celui que l'Amérique connaît sous le nom de John John. À son bord, son épouse et quelques amis. 3 ans après l'explosion en vol d'un Boeing de la TWA, un document révèle que le constructeur connaissait la dangerosité des réservoirs, mais des modifications auraient été trop coûteuses. Tour de France, après l'abandon hier de Christophe Basson, celui qui symbolise le monsieur propre du cyclisme, a décidé aujourd'hui de s'expliquer. L'hiver en plein été avec le coup d'envoi des défilés de la haute couture. Sur le podium aujourd'hui, les modèles de Torrente, classicisme et raffinement. Je vous propose d'ouvrir ce journal avec cette nouvelle qui nous est parvenue en début d'après-midi. Le fils du président assassiné John Kennedy est porté disparu. L'avion qu'il pilotait se serait abîmé la nuit dernière au large des côtes de Long Island. À son bord, l'épouse de celui que l'on avait baptisé John John et quelques amis. Les recherches sont en cours. Le président Clinton, pour sa part, se tient régulièrement informé. Marcel Tria. C'était il y a quelques semaines. Celui qu'un grand magazine américain qualifiait d'homme le plus séduisant du monde, John Kennedy Jr. sortait des locaux du journal grand public George qu'il avait fondé à New York. Son avion a disparu dans cette zone de l'océan Atlantique, au large de l'île new-yorkaise de Long Island, au nord-est des États-Unis. En compagnie de son épouse Caroline et d'une autre personne, il se rendait dans la résidence d'été de la famille au mariage de sa cousine Rory, la plus jeune fille de son oncle assassiné Robert Kennedy. L'avion, un monomoteur Piper Saratoga du même type que celui-ci, avait décollé hier soir à 20h38, 2h38 ce matin heure française, d'un aéroport du New Jersey près de New York. Il devait atterrir à 6h heure française dans l'île de Martha's Vineyard. Il n'y est jamais parvenu. John Kennedy avait passé son brevet de pilote l'an dernier et il était peut-être aux commandes de l'appareil. Au moment du décollage, la météo était favorable, mais la visibilité était sans doute mauvaise en raison de fortes brumes de chaleur. Des centaines d'hommes, plus d'une vingtaine d'avions participent aux recherches dirigées par l'armée de l'air américaine. Une vedette et un hélicoptère des gardes-côtes tentent de retrouver une balise d'avion qui aurait émis des signaux ce matin et ils auraient aperçu sur la zone des débris qui pourraient être les restes de l'avion disparu. Toutes les stars de la télévision américaine sont sur le pont. Chaque chaîne diffuse minute par minute des nouvelles des recherches. L'Amérique tout entière partage en direct l'émotion provoquée par ce nouveau coup du sort qui frappe la famille Kennedy. Je pense que c'est une tragédie pour la famille et aussi pour tous les Américains. Quand un malheur arrive à une famille aussi importante, ça devient l'affaire de tous. À l'heure qu'il est, on ne sait toujours pas dans quelles circonstances exactes aura disparu celui qui fut le chouchou des Américains et que l'on voit ici filmé une dernière fois jeudi dernier au cours d'un match de baseball. Et puis ces deux informations qui nous parviennent à l'instant, des débris supposés de l'avion disparu auraient été retrouvés par des gardes-côtes. C'est une première information. La seconde semble expliquer que l'avion se trouvait à 16 km de l'aéroport lorsque les radars ont établi qu'il a piqué, passant en 12 secondes d'une altitude de 800 à 400 mètres. C'est du moins ce qu'indique la chaîne américaine ABC, évidemment. Si nous avons d'autres explications, d'autres informations, nous y reviendrons. La malédiction des Kennedy avec donc ce nouveau drame qui frappe la famille, une série de tragédies. On se rappellera bien sûr de l'assassinat de John Fitzgerald et de son frère Robert. Et puis tout récemment, c'est le cousin Michael qui se tuait dans un accident de ski. John Kennedy, dont l'image reste gravée dans les esprits, saluant le cercueil de son père au cimetière d'Arlington, était devenu aux États-Unis le symbole de la réussite et de la séduction. Philippe Rochaud. De John Kennedy Jr., l'histoire gardera l'image de ce petit garçon de 3 ans à qui la mère, Jackie Kennedy, demande de saluer la dépouille du père, le président John Fitzgerald Kennedy, assassiné. C'était en 1963, sur le chemin du cimetière d'Arlington, et le début de ce que le monde allait appeler la tragédie des Kennedy. Le petit John, présenté comme l'enfant d'une famille heureuse et unie, allait être le témoin de ces drames. 5 ans plus tard, en 68, c'était Robert Kennedy, ici à gauche, le frère de John Fitzgerald Kennedy, qui allait lui aussi être assassiné, 1 an avant que Edward Kennedy, lui, ne se tue en voiture.
Et pourtant, John, né en 60, était promu au plus bel avenir, avec un père et une mère dont la jeunesse et la popularité faisaient les héros de cette nouvelle Amérique, embourbée déjà dans la guerre du Vietnam et qui voulait se reconnaître dans la famille présidentielle. Peu de Kennedy auront finalement mené jusqu'au bout leur carrière politique. John avait pourtant pensé toucher au bonheur quand il s'est marié avec Caroline Bessette, mais il a dû suivre encore le cortège des défunts du clan Kennedy. Rose la grand-mère, celle qui, dit-on, donna à ses fils et petits-fils les clés de la réussite, ou Jackie la mère, dont la vie privée alimenta jusqu'au bout les commentaires et prolongea les drames et les coups de théâtre au sein du clan Kennedy. Ou encore Michael Kennedy, son cousin, décédé dans un accident de ski il y a 1 an, sans oublier David Kennedy, mort d'une overdose en 84. John eut une nouvelle fois l'occasion de se pencher sur la tombe du père à l'occasion de la mort de sa mère Jackie et d'émouvoir encore l'Amérique. Et pourtant, ce John, que dès l'enfance sa famille a tenté de protéger des regards de la presse, a cru trouver sa voie dans la création d'un magazine politique, George, pour le grand public, ce qu'il a mis à son tour sous les projecteurs et les flashs des paparazzi. Son passé, son histoire, ses 38 ans, lui ont valu le surnom de l'homme le plus sexy du monde, alors qu'il était, dit-on, le plus sage du clan Kennedy. On lui prête plus d'une aventure féminine. John, acteur de théâtre, avocat manqué, directeur de publication, a tout fait pour être autre chose que ce petit garçon saluant le cercueil de son père et adoré des Américains. Il n'aura pas vraiment réussi à changer ce personnage qui lui collait à la peau. Et nous rejoignons en direct des États-Unis à Cap Canaveral, d'où partira dans 48 heures la navette américaine Dominique Derda. Vous êtes donc au centre spatial Kennedy. On imagine l'émotion et l'inquiétude de l'Amérique. Quelles sont les dernières informations qui vous sont parvenues? Écoutez, l'émotion et l'inquiétude d'abord, comme vous l'imaginez effectivement, sont très fortes ici dans ce centre spatial qui porte le nom de son père. Dès que la nouvelle a été connue ce matin, la plupart des chaînes de radio et de télévision ont interrompu leur programme pour diffuser les dernières nouvelles. Les dernières nouvelles que nous connaissions tiennent en fait en peu de mots. On a appris il y a quelques minutes que l'on aurait retrouvé une valise à une trentaine de kilomètres de l'île de Martha's Vineyard qui était la destination de l'appareil. Une valise qui porterait le nom de Bessette. Bessette, c'était le nom de jeune fille de l'épouse de John, et c'était aussi le nom de jeune fille de sa belle-sœur, la sœur de sa femme. Un canular ce matin a fait croire à des chaînes de radio et de télévision américaines que l'on avait retrouvé une roue du train d'atterrissage de l'appareil, ou en tout cas d'un appareil d'un type identique à ce petit Piper Saratoga que pilotait John Kennedy. L'information s'est révélée fausse. La zone de recherche pour l'instant est en train de se resserrer, comme je vous le disais, à une trentaine de kilomètres de l'île de Martha's Vineyard, là où l'avion aurait disparu une vingtaine de minutes avant l'heure de son arrivée. C'est Ted Kennedy, le sénateur, l'oncle de John, qui coordonnerait l'ensemble des recherches. Vous savez qu'il y a différentes agences de recherche américaines, tant les gardes-côtes que les forces aériennes, qui cherchent en mer, le long des côtes et aussi sur terre, pour essayer de retrouver des traces de l'appareil. On a entendu ce matin le signal d'une balise de détresse, mais ce signal très vite se serait éteint. Voilà tout ce que l'on sait de fiable pour l'instant. C'est pas grand-chose, près d'une quinzaine d'heures après que l'appareil ait disparu des radars. La famille a annoncé ce matin, après s'être retrouvée dans une église pour prier, la famille a annoncé que le mariage auquel devait assister John venait d'être annulé et reporté à une date ultérieure. Merci Dominique Derda de ces précisions. J'ajoute que le porte-parole de la famille pourrait prendre la parole dans les minutes qui viennent, bien entendu. Nous transmettrons cette intervention. Tom Bishop, bonsoir. Vous êtes universitaire américain, bonsoir. Vous êtes directeur du Centre d'études français à New York. Pour quelles raisons la disparition possible, probable, de John Kennedy prend-elle une telle résonance, et une résonance, je dirais, qui dépasse le cadre des frontières de l'Amérique? Eh bien, déjà pour l'Amérique, les Kennedy, mais c'est vrai pour le monde entier, les Kennedy étaient plus grands que nature. C'était une très grande famille qui a atteint des sommets dans la vie politique et qui a subi un sort tout à fait atroce. On connaît on ne peut pas imaginer vraiment une famille qui soit tellement punie, tellement poursuivie par la destinée. Et alors après John assassiné, Robert, tous les autres dans la famille, la tragédie autour de Ted Kennedy, c'est une série de catastrophes
Et alors pour une famille qui avait fait tant de choses, qui était tellement monté tellement haut, toute la définition du héros tragique, c'est quelqu'un qui monte très haut et qui tombe très bas. Eh bien c'est vraiment la tragédie dans un sens où je dirais que Sophocle aurait du mal à l'imaginer. Mais une famille qui à chaque fois a su se relever après chaque drame. Elle a toujours su se relever. C'est une famille qui a des ressources intérieures étonnantes. Après chaque tragédie, les autres membres se sont ralliés, ont continué d'ailleurs à suivre une carrière politique, la vie officielle. Les neveux, les frères, les sœurs, etc. sont tous très actifs. Alors, vous parliez politique, vous avez vous-même suivi et participé de façon assez active à la campagne électorale et de John Kennedy et de Robert Kennedy. De façon très modeste, mais c'était pour moi deux personnalités politiques pour lesquelles on pouvait vraiment s'investir parce que je croyais en eux, ils avaient une intelligence politique et une humanité qui m'avaient profondément touché. Et alors ce qui m'a amené à faire quelques discours politiques pour Robert surtout, qui aurait été un grand président. Alors peut-être ironie de l'histoire, John Kennedy n'a pas fait de politique, peut-être parce que la famille voulait le protéger? Sans doute, parce que tous les Kennedy ont ça dans le sang. J'imagine que John aurait bien aimé faire ça. Mais dans un pays où on assassine un peu trop facilement les présidents, je pense qu'avoir un autre Kennedy à la présidence, ça aurait été trop fort pour quelques fous quelque part pour vouloir le descendre. Alors c'est en effet très ironique que pour le protéger de ça, il a fait autre chose et voilà que peut-être, j'espère que non, mais que peut-être il aura disparu. Le portrait de John Kennedy, un portrait parfois assez mitigé, avec l'image du séducteur, du Golden Boy, l'image de la réussite et de la séduction. Oui, Golden Boy, certainement. Il aurait pu faire n'importe quoi, il aurait toujours été un Golden Boy, vu ses débuts tristes, mais enfin, l'Amérique n'oubliera jamais le petit John au cercueil de son père. Il aurait toujours été ça, mais il a fait une carrière dans les médias intelligente, qu'il a faite lui-même. Séducteur, bon, je ne sais pas, c'est un homme qui a vécu sa vie. Je ne pense pas que ce soit un séducteur plus grand que les autres. Merci Tom Bishop d'avoir répondu à nos questions. Merci. Toujours aux États-Unis et non loin de la baie de Long Island, il y a 3 ans, jour pour jour, le Boeing de la TWA explosait peu après son décollage. Aujourd'hui, un document accablant publié par nos confrères Le Parisien semble démontrer que les réservoirs de ces appareils étaient potentiellement dangereux, et ce depuis les années 70, mais leur modification aurait entraîné des dépenses trop excessives, voire déraisonnables aux yeux de la compagnie. C'est un constat difficile à accepter, notamment par les familles des victimes. Patrick Fandiou, Fabrice Hauss. C'est un anniversaire douloureux pour lequel ils se retrouvent dans cet hôtel parisien. Ils ont perdu un frère, un fils, une mère dans l'explosion du vol TWA. En leur souvenir, ils font le point tous les 17 juillet. 3 ans déjà, un mystère qui demeure, aucune explication officielle, mais une conviction chez les enquêteurs, celle de la défaillance technique, plus précisément celle du réservoir central qui aurait explosé. Si l'on en croit Le Parisien, Boeing connaissait dès 1977 les problèmes de fonctionnement des réservoirs. Le constructeur aurait pu prendre des mesures pour les isoler ou les sécuriser davantage, ce qu'il a refusé de faire, d'après le document publié par Le Quotidien. Un ingénieur de la firme écrit « Outre leur efficacité discutable, ces mesures entraîneraient des surcoûts déraisonnables, tant financiers qu'énergétiques, pour les compagnies aériennes et les passagers. Nous ne pensons pas que ces mesures se justifient au vu du nombre d'accidents enregistrés. » Pour les familles des victimes, voilà bien la preuve du cynisme du constructeur, la preuve qu'il a plus de responsabilités qu'il ne veut l'admettre. Après cet accident qui est en fait le 26e d'une série, ce n'est pas le premier évidemment, les autorités américaines ont fait des efforts pour modifier la sécurité de ces appareils, mais ils sont à ce jour, ils ne sont pas vraiment aboutis à résoudre les problèmes. Les pressions de la société productrice, c'est-à-dire la Boeing, sont trop fortes. Boeing aurait-il pu mettre en sécurité tous ses réservoirs? Certains experts en doutent. L'explosion peut survenir sur tous les modèles. Il suffit que ces 3 facteurs se combinent, que de l'oxygène soit mélangé aux vapeurs de kérosène quand le réservoir est vide, que la température soit anormalement élevée et qu'il y ait un court-circuit. Sur le Boeing 747, ces 3 facteurs sont réunis suffisamment souvent pour qu'effectivement ce soit un risque supplémentaire. Mais il n'est pas à exclure que ça se produise sur d'autres types d'avions.
Très attendu, le rapport définitif sur l'explosion tarde à être publié. Il devrait l'être à la fin de l'année. De quoi alimenter encore la controverse pour savoir qui est responsable de la mort de 230 personnes au large de New York. Au Kosovo, Bernard Kouchner a entrepris une tournée sur le terrain. Cet après-midi, le nouvel administrateur de l'ONU s'est rendu à Mitrovica, dans ce secteur sous contrôle des forces françaises, là où l'affrontement entre les deux communautés serbes et albanaises était symbolisé ces dernières semaines par un pont qui coupe la ville en deux, un pont qui retrouve désormais une certaine activité, un signe positif pour Bernard Kouchner. Escalade militaire, la Chine multiplie les exercices de mobilisation et a décrété l'état d'alerte dans le sud du pays, dans le détroit de Taïwan. En question, la volonté indépendantiste de Taïwan que récusent les autorités chinoises. Jérôme Bonny. Perplexe hier à la bourse de Hong Kong devant la chute la plus vertigineuse depuis 9 ans. Les actions plongent à Hong Kong quand la fièvre monte en mer de Chine, l'un des points les plus instables du monde, avec la question récurrente de Taïwan. Pékin considère depuis 50 ans l'île nationaliste comme une province rebelle, mais le président taïwanais ne l'entend toujours pas de cette oreille. Nos relations avec Pékin sont des relations d'État à État, ose-t-il prétendre il y a une semaine. Résultat, le ton monte à Pékin, qui réaffirme que Taïwan fait partie intégrante de la Chine. Le ministre chinois de la Défense agite encore une fois la menace d'une intervention militaire et pour mettre les points sur les i, ordonne à ses troupes l'état d'alerte à Nankin et à Canton. Selon un journal de Hong Kong, 10 bâtiments de guerre chinois seraient en manœuvre au nord du détroit de Taïwan. Dans l'île, les exercices de défense contre une éventuelle attaque chinoise sont permanents. Les insulaires ne veulent pas du principe que Pékin applique à Hong Kong, un pays, deux systèmes. Le programme de visite bilatérale initié il y a 1 an semble aujourd'hui compromis. Parallèlement aux manœuvres militaires, les grands conflits internationaux se jouent désormais grâce à la stratégie de l'espionnage informatique. Les réseaux de renseignement sont aujourd'hui indispensables pour gagner ces nouvelles batailles. L'exemple de la NSA aux États-Unis, une multinationale du secret que nous dévoilent Hervé Brusini et Philippe Deslandes. L'histoire commence souvent comme ça. On se connecte à Internet et puis on peut être espionné par cette grande maison, la NSA, Agence nationale de la sécurité. À 2 pas de Washington, c'est la plus grande centrale américaine de renseignement. Budget 24 milliards de francs, plus de 200 000 employés sur la planète, le royaume du secret absolu. Ces installations ont été filmées clandestinement. Grâce à des coupoles d'interception situées sur les 5 continents, la NSA enregistre téléphones, fax et messages électroniques du monde. Ce lieu ne figure sur aucune carte. À 280 km à l'ouest de Londres, il appartient aussi à la NSA. Des balles de golf, des radomes, 20 mètres de diamètre, elles abritent les coupoles qui écoutent la planète. Une armada qui appartient au projet 415, également appelé système échelon. Toute information utile pour une exploitation politique ou économique est envoyée à Washington. Le Parlement européen s'est fortement ému de cet espionnage d'État. Il révèle l'existence d'une guerre presque inconnue, la guerre de l'information. Et demain midi, le magazine Géopolis de Claude Sérillon sera consacré au cyberconflit. En Corse, après l'audition très médiatique du témoin de Matignon, Claudine Walter, c'était au tour d'Alain Chrisnard, conseiller pour les affaires intérieures du Premier ministre, d'être entendu dans la plus grande discrétion jeudi dernier à Ajaccio. Il a été notamment interrogé sur un coup de téléphone donné par Bernard Bonnet à Matignon, quelques heures après l'incendie de la paillote chez Francis. Quelques heures avant, en fait, l'incendie de la paillote chez Francis. Avec cette période de vacances, se multiplient sur le marché de l'emploi les stages d'été. Chaque année, près d'1,5 million d'élèves et d'étudiants effectuent cette formation qui est aussi un travail. Pour beaucoup, ce qui ne devrait être qu'une parenthèse se transforme en véritable emploi non rémunéré. Sébastien Leguet, Alain Locaccio. Stage en entreprise, version bidon. Quand la formation se limite à manipuler 2 ou 3 machines, certes complexes. Antoine, lui, fait un vrai travail dans cette agence de communication. Étudiant, il est stagiaire à mi-temps l'après-midi pour 1 000 francs par mois pendant 6 mois. Une ligne de plus sur son CV. Quand il calcule le temps passé dans les stages peu ou pas rémunérés, ça commence à faire beaucoup.
Oh, j'ai dû faire 2 ans, 2 ans et demi. C'est énorme. Oui, mais il faut, en fait, je pense qu'il faut en profiter tant qu'on est étudiant, en faire le maximum pour avoir le maximum d'expérience et voir le maximum de choses. Et ensuite, il faut savoir s'arrêter. Plus facile à dire qu'à faire, car dans les journaux sur Internet, de nombreuses offres s'adressent à ceux qui ont fini leurs études. L'entreprise prend alors à sa charge la couverture sociale en lieu et place de l'université. Conséquence, l'indemnité est plus faible encore. Oui, donc il faut creuser pour qu'elle reste. Dans cette ANPE de Paris, des jeunes se réunissent tous les jours pour s'entraider dans leur recherche d'emploi. Pour eux, accepter un stage n'est pas une démarche positive. C'est pas si, parce que c'est se mettre encore en position de demandeur, de personne qui mendie, qui a peur de déranger l'entreprise. Moi, j'ai atteint un âge où je vais m'installer dans la vie quand même. Je ne veux pas rester un pseudo-étudiant pendant encore 2 ans. Pas... Vous avez quel âge? J'ai 26 ans maintenant. À la fin du 2e cycle, 2 tiers des étudiants ont un stage à leur actif. Ils ne sont indemnisés que dans 10% des cas, autour de 2000 francs. Pour empêcher les entreprises de contourner le droit du travail, le syndicat UNFID souhaite réglementer les stages. On dit que tout travail mérite salaire. Dans le stage, il y a une part de travail, il y a une part de formation, mais il y a aussi une part de travail qui doit être payée. Donc c'est normal qu'en fonction du niveau de qualification, il y ait de ce point de vue-là une correspondance. Mais les syndicats de chefs d'entreprise comme le MEDEF n'entendent pas signer la charte que leur soumet l'UNFID. Le contenu, la durée et l'indemnisation des stages restent définis au cas par cas. Toute la ville de Rouen se prépare ces dernières heures à la grande parade nautique. L'Armada du siècle va descendre la Seine demain, un défilé spectacle qui devrait dès l'aube donner lieu à l'amarrage de dizaines de vieux gréements les uns derrière les autres. Les amateurs se pressaient sur les quais pour ce dernier jour de visite. Thierry Curtet, Olivier Robert. Grandeur et décadence d'un empire. Si le majestueux Chersonès est le plus grand voilier ici à Rouen avec ses 108 mètres, ces ex-soviétiques devenus marins ukrainiens en sont réduits à vendre uniformes, médailles ou verroteries pour participer à la fête. Почему? Да, конечно, потому что у нас очень malenькая зарплата. Parce que leur paiement par mois est très petit. Combien est-ce qu'ils gagnent par mois? Где-то примерно 700 франков. À peu près 700 francs par mois. En une journée, il y a presque le même paiement qu'en un mois de ce travail. Sergueï est organisé, loto, poupée russe. C'est un vieux loup de mer de ces rassemblements maritimes. Il y a longtemps qu'il a liquidé son stock de pièces authentiques. Son chiffre d'affaires, il nous l'a confié, est assez exceptionnel à ses yeux. Il faut dire qu'encore aujourd'hui, les quais étaient bondés. Sur tous les navires, on compte. Le bilan de la Jeanne d'Arc est plus modeste. 5000 visiteurs par jour. Les obligations officielles ont restreint ses heures d'ouverture. Alors, on attend longtemps pour la visite. Je peux vous demander depuis combien de temps vous attendez? 1h15. C'était la queue 1h15. Pour voir le Jeanne d'Arc, je crois pas, non. Ça vaut le coup. 1h10. Pourquoi vous avez attendu aussi longtemps? Qu'est-ce qui vous a motivé? Je voudrais savoir comment sont utilisés mes impôts. On ne peut pas dire que ce soit complètement détendant. Nous sommes de service 2 jours et demi sur 3, mais c'est aussi notre rôle. Donc c'est vrai que nous sommes fatigués. C'est vrai que de temps en temps, on aimerait bien sortir et profiter de faire la fête avec nos camarades des autres marines. Le micro refermé, la plupart des marins l'avouent, la foule c'est bien, mais 7 à 8 millions de spectateurs c'est beaucoup, vraiment. Alors tous attendent demain la descente de la Seine, l'ère du grand large, pour se retrouver entre marins, enfin. Le Tour de France sous la canicule avec cette 13e étape de quelques 236 km, la plus longue du Tour, mais aussi la plus chaude apparemment, puisque la température a atteint plus de 40 degrés à l'ombre. Florent Gautreau, Philippe Deslandes. Le soleil leur est tombé sur la tête sans prévenir après 15 jours plutôt tempérés. Le Tour a retrouvé des ingrédients qui nourrissent sa légende, la chaleur qui déforme les visages et la sueur qui marque les corps de son empreinte grasse. 40 degrés à l'ombre d'Albi, le goudron qui fond sur les chaussées du Tarn, le jury des commissaires a décidé de se montrer généreux. Les ravitaillements en eau ont été autorisés jusqu'à 15 km de l'arrivée contre 50 km en temps normal. Immédiatement, le balai des porteurs d'eau a commencé. L'équipier chargé de la corvée vient chercher les bidons à l'arrière pour les redistribuer à ses coéquipiers. L'eau est un carburant indispensable. En 1983, le Hollandais Van der Poel avait battu un record, un jour de grosse chaleur. Ce jour-là, Henri Van der Poel avait perdu 6 kilos. Donc il avait dû boire autant de litres d'eau et multiplié par beaucoup. Hein. Donc on peut boire des dizaines de litres d'eau
on s'asperge beaucoup et évidemment, il faut surtout ne pas se déshydrater. Il faut croire que Commesso et Serpellini étaient les moins déshydratés aujourd'hui. Les deux Italiens ont faussé compagnie à leurs 13 compagnons d'échappée dans la dernière côte de l'étape. Les poursuivants ne parviennent pas à s'entendre, les deux fuyards vont en profiter. À l'arrivée, le champion d'Italie Salvatore Commesso l'emporte au sprint devant Serpellini. Lance Armstrong termine tranquillement avec le peloton à plus de 22 minutes du vainqueur. Même par forte chaleur, le maillot jaune sait faire preuve de sang-froid. Revenons à présent sur l'abandon hier de Christophe Basson qui a nerveusement craqué. Celui qui symbolise le monsieur propre du cyclisme, connu pour ses déclarations antidopage, a donc jeté l'éponge. Aujourd'hui, il a décidé de s'expliquer. Pour lui, sur le Tour, rien n'a changé. C'est toujours la loi du silence. Muriel Lassaga, David Bress. Je ne regrette pas. Je regrette pas. De toute façon, je n'ai pas regretté. Je ne pouvais pas faire autrement. Donc, quand j'entends dire que j'ai pris la décision de partir parce que j'avais plus envie de continuer, c'est faux. C'est que je ne pouvais plus continuer. Il y a une nuance, c'est que nerveusement, je ne pouvais plus. Les nerfs ont craqué, mais le sourire est revenu. Dans un hôtel de Pau où il avait rejoint sa compagne dès hier, Christophe Basson affichait encore ce matin le visage marqué d'un homme qui vient d'affronter une lourde épreuve. Le jeune coureur semble assumer sereinement sa décision et ne désarme toujours pas dans son combat antidopage. S'il y a une telle domination de la part d'Armstrong et de quelques autres coureurs, c'est pas pour rien, c'est que tout simplement c'est pas eux qui vont plus vite, c'est que beaucoup ont régressé, en particulier chez les Français. Ils sont passés à l'étage en dessous. Avant j'étais un parmi quelques autres, tout simplement être dans la petite vitesse, donc ça passait complètement inaperçu. Pendant 3 ans je ne l'ai pas dénoncé. Alors pour son premier Tour de France, celui que l'on surnomme Babas était plein d'illusions. Il pensait qu'il serait supporté dans ses propos par d'autres coureurs. Après 11 jours de course, sa seule parole n'aura pas eu raison de l'omerta sur le dopage. Je me vois mal rester dans un milieu où on se tait, parce que tout le monde a son avis, mais personne n'en parle. Moi, je suis dans le milieu cycliste, donc à le vivre, je veux le vivre dans les meilleures conditions possibles, essayer de tout faire pour surtout avoir la conscience tranquille, en particulier pour l'avenir. Un avenir qu'il ne partagera peut-être plus avec son équipe, la Française des Jeux. D'autres formations lui ont déjà fait des propositions sérieuses, affirme-t-il. Le coureur pourra y réfléchir le temps des vacances plus longues que prévu. Tennis à Pau, l'équipe de France a remporté le double, se plaçant ainsi avantageusement dans le quart de finale de la Coupe Davis. Christelle Bertrand, Maryse Richard. L'équipe de France a doublé la mise. Olivier Delettre et Fabrice Santoro forment une des meilleures équipes de double du monde et il fallait au moins ça pour battre les Brésiliens. Les Français ont eu besoin d'un set pour prendre les choses en main. Santoro et Delettre ont mis au point en cachette une botte secrète. Avec tous les langages latins, le français, espagnol, portugais, on peut comprendre. Donc, comme je veux pas qu'ils sachent ce qu'on va faire, c'est important de masquer ce qu'on dit. Et ce qu'on fait, les Français ont pris de vitesse les Brésiliens. Surpris, Kuerten et Onsin se s'en sont aussi pris à l'arbitrage. Très énervés, les deux hommes sont un peu décontenancés. Ils n'auront pas le dernier mot. Santoro et Delettre se connaissent bien. Ils ont les automatismes du double. Former une bonne équipe, c'est souvent une question d'équilibre. Les Français s'imposent 7-6, 6-4, 6-4. Olivier Delettre est de retour. Il n'a pas joué en Coupe Davis depuis 1995. Ça fait longtemps que j'attends de rejoindre Coupe Davis. À 32 ans, c'est super, c'est vraiment un souvenir fabuleux. L'équipe de France est encore debout. Elle mène 2 points à 1. Demain pour conclure, Forget compte surtout sur Pioline et sur sa bonne étoile. L'événement cinématographique aux États-Unis avec la sortie très attendue du dernier film de Stanley Kubrick, quelques semaines après le décès du réalisateur. L'accueil très mitigé du public et de la critique pour Eyes Wide Shut, interprété par Nicole Kidman et Tom Cruise. Le film devrait sortir en septembre en France. En avant-première, les impressions des premiers spectateurs. Daniel Wolfram. L'affiche était prometteuse, le film attendu. La séance s'annonçait chaude. N'avait-on pas vu depuis la mort de Stanley Kubrick ces bandes annonces aguichantes, comme le thème du film lui-même, un couple marié, à la ville comme à l'écran, Nicole Kidman, Tom Cruise, et un week-end de sexe, de remise en cause et de déchirement. No,
Bref, le dernier film de Kubrick avait à l'image de son œuvre une réputation sulfureuse. Première réaction hier, plutôt la douche froide. Ce film, oh là là, je pense qu'il est très faible. Je crois qu'il n'y a pas de fil conducteur. C'est vraiment bien différent de ce que je pensais. Et pourtant, j'ai bien aimé tous les autres films de Kubrick. C'est intéressant, mais je pense que c'est surévalué et survendu. C'était lent, ennuyeux, tout simplement creux. Économisez votre argent, n'y allez pas. Et pourtant, le film a séduit le New York Times et la chaîne de télé ABC qui y voit le travail d'un maître du cinéma. Ce spectateur acquiesce lui aussi. C'était très différent de sa part. C'était vraiment très bien. Moi, j'ai adoré. Mais le public européen, lui, est différent des Américains et peut accueillir autrement la dernière œuvre de Stanley Kubrick. Le début des collections haute couture, l'hiver en plein été sur les podiums. Aujourd'hui, Versace, une collection plus qu'audacieuse. Et puis Torrente, le classicisme et le raffinement de Bonalois. Nicole Cornu-Langlois, Bernard Connor. Précieuses minutes de repos, dernière rectification, quelques recommandations. Il faudrait l'emmener en blouse et lui faire le parcours, d'accord? Et c'est parti pour un défilé de 50 modèles plein de sensualité et de volupté. Grand retour de la fourrure en étole, en bordure de décolleté ou en manchon qui peut faire office de sac. Parfois, c'est juste un ruban de vison sur une longue robe en tulle et velours. L'éventail est une valeur sûre en complément d'une robe perlée soulignée d'un dégradé de rose peinte. Splendeur des broderies et des plumes d'autruche. Le t-shirt rebrodé de perles peut se porter sous une veste ou sous un kimono en velours vénitien peint. Mode pour grandes voyageuses, d'un siècle à l'autre, même opulence et même élégance. Dans un tout autre style, clouté, strassé, décidé, voici les Amazones de Versace à demi dénudées. Des ganses et des nervures adoucissent le côté cosmonaute. Les découpes sont audacieuses, voire vertigineuses, et les asymétries fort bien gérées et pailletées. Ces modèles, c'est certain, ne sont pas faits pour les timorés, mais pour des femmes provocantes qui n'ont peur de rien et surtout pas d'entrer dans le nouveau millénaire cousu d'or, bardé de signes extérieurs d'insolentes conquêtes. Dans le Finistère, l'un des rares concerts du groupe britannique Massive Attack qui s'est produit hier soir sur la scène du Festival des Vieilles Charrues. L'an dernier, plus de 100 000 spectateurs pour une manifestation qui mélange tous les registres. Pierre-Emmanuel Luneau, Olivier Journia. Soleil, sable, musique et lutte bretonne. Voilà quelques-uns des ingrédients du Festival des Vieilles Charrues. Bon, je croyais que c'était Peace and Love ce week-end. C'est pas mal. Ça montre un peu les traditions aux gens, il faut savoir faire évoluer ces traditions. Ouais. Et en amenant une diversité de concerts et de musique comme il y a ici, quoi. Faire connaître la culture bretonne et s'ouvrir à toutes les musiques, tel est le pari de ce jeune festival. En 8 ans et grâce à un solide bouche à oreille, cette réunion a pris très vite une ampleur nationale et européenne. L'année dernière, elle a tiré à elle 100 000 spectateurs et devenait le rendez-vous de l'été en Bretagne. Ça devient un peu un rituel, quoi. Et bon, on se prépare pas vraiment, quoi. On prend des tentes et enfin, de quoi manger un peu, et puis c'est tout, quoi, ça. Pour les organisateurs, la mode de la Bretagne est une aubaine. Surtout qu'à ses débuts, les Vieilles Charrues, c'était presque une boutade. Où on a décidé de faire un clin d'œil à Brest 92. C'était une grande fête maritime qui se déroulait dans la cité du Ponant. Puis nous, on a eu envie ici de faire une grande fête aussi, avec 500 personnes, eux c'était 500 000. Et contre les vieux gréments, il y a eu les Vieilles Charrues. En fait, de Vieilles Charrues, ce sont les missiles du groupe anglais Massive Attack qui ont hier soir mis le feu au festival devant plus de 30 000 spectateurs. On sait qu'ici en France vous voulez de la qualité, c'est ce qu'on a apporté. On a joué une fois à Paris et on nous a jeté des bouteilles, alors maintenant on donne le meilleur de ce qu'on a. Massive Attack sera suivi ce soir par Stéphane Eicher et Trio, demain par Ben Harper et Jacques Higelin, de quoi conforter la réputation d'un festival désormais incontournable.
Avant de refermer ce journal, je vous propose de faire le point sur la disparition de l'avion de John Kennedy, le fils du président assassiné. Les dernières informations avec Hervé Brusini. Il y a quelques minutes, une chaîne locale reprise par CNN annonçait qu'un bagage portant le nom de la femme de John Fitzgerald Kennedy Jr. avait été retrouvé. On a même parlé d'une roue d'avion, de débris divers. Mais pour l'heure, toutes ces informations ne sont pas encore confirmées. La plupart des membres de la famille Kennedy réunis sur l'île de Martha's Vineyard. C'est ici que devait arriver l'avion de John. Mais la fête pour le mariage de Rory Kennedy s'est transformée en une cruelle attente. Ici, on garde encore l'espoir. On voudrait tant que tout finisse bien. Il y avait beaucoup de gens ce matin. Nous attendions ensemble les dernières nouvelles. Mais à cette heure-ci, je suis incapable de vous dire où en sont les recherches. Des recherches qui se poursuivent. Elles sont conduites par les gardes-côtes et l'armée de l'air. C'est donc la fin de ce journal. Tout de suite après la météo, Patrice Drevet. 20h50, Fort Boyard. Demain à midi, Géopolis, présenté par Claude Sérillon. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 13h. Excellente fin de soirée sur France 2.